Bonjour, c'est la deuxième partie de la 14e séance du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'Université de Patna 2. Dans cette séance 14, on est concerné par les tests, appelés tests analyse de variance. Dans la première partie de cette séance, on a présenté le test ou ce test pour la comparaison de moyennes de plusieurs populations. Dans cette deuxième partie, on présente ce test pour comparer les variances de deux populations. Voilà donc. Ce test s'appelle test de Fisher-Snellekor, donc qui concerne la comparaison des variances sigma 1 et sigma 2 de deux populations. La condition nécessaire pour réaliser ce test est la normalité des lois des deux populations. Présentation des tests. On se propose de comparer les variances sigma 1 d'une population X1 et la variance sigma 2 d'une population X2 en utilisant les variances S1 carré d'un échantillon aléatoire de la première population. Ici, donc, il y a un indice qui a sorti, il faut le rajouter ici. Donc, c'est X indice 1, non X. Donc, on utilise donc les variances S1 carré d'un échantillon aléatoire de la population X1 et la variance S2 carré d'un échantillon aléatoire de la population X2. Et les deux échantillons sont indépendants. Donc le premier échantillon est de taille N1 et le deuxième échantillon est de taille N2. Le test qu'on va présenter ici est valide sous la condition, comme on l'avait précisé, de normalité des lois des deux populations X1 et X2. Je présente maintenant le test, bien sûr, qui se fait toujours à travers 4 étapes. La première étape, c'est la définition de l'hypothèse nulle, qui est sigma 1 est égal à sigma 2, et l'hypothèse alternative, qui est définie par sigma 1 différent de sigma 2 pour un test bilatéral, sigma 1 supérieur strictement à sigma 2 pour un test unilatéral à droite, et sigma 1 strictement inférieur à sigma 2 pour un test unilatéral à gauche. Une petite remarque avant de continuer. Pour la comparaison de moyennes, on n'a pas présenté des tests unilatéraux. On a uniquement parlé de tests bilatéraux. Évidemment, parce que ces tests unilatéraux ne se réalisent pas dans ce cas. Okay. Mais ici, dans la comparaison de variance, en utilisant l'analyse de variance, on peut réaliser des tests unilatéraux, à droite ou à gauche. Je continue donc avec les étapes du test. La deuxième étape, donc la statistique de test observé, notée TO, qui est égale au rapport des variances des deux échantillons, c'est-à-dire TO est égal à S1 carré sur S2 carré. La troisième étape, la détermination de la zone ou de la région d'acceptation de l'hypothèse nulle. Pour un test bilatéral, la région d'acceptation de l'hypothèse nulle est un intervalle A-B, c'est-à-dire l'acceptation de l'hypothèse nulle se fait dans le cas où TO est compris entre les deux nombres A et B, où A est le quantile d'ordre alpha sur 2 de la loi de Fisher-Snellekor de degré de liberté
UV, où U est égal à la taille du premier échantillon, moins 1, et V, la taille du deuxième échantillon, moins 1. Pour B, c'est le quantile, toujours, de la même loi, avec les mêmes degrés de liberté, mais d'ordre 1 moins alpha sur 2. Donc A considère alpha sur 2 et B considère 1 moins alpha sur 2. Ici, bien sûr, dans la table, ici c'est alpha sur 2, ici. Ok. Je continue. Donc, ici, pour le calcul pratique de ces deux nombres, B, on peut ce nombre B, on peut le calculer directement sur la table de Snedeker-Fisher. Par contre, A, on peut le calculer sur la table, mais indirectement. On va expliquer ça. Pour un test unilatéral à droite, la région d'acceptation est l'intervalle moins l'infini d, c'est-à-dire on accepte l'hypothèse nulle si TO est inférieur ou égal à D, où D est le quantile d'ordre 1 moins alpha, okay, de la loi de Fischer-Snedeker de degré de liberté UV, où U et V sont toujours définis de la même façon. U est égal à la taille du premier échantillon moins 1 et V est égal à la taille du deuxième échantillon moins 1. Pour le test unilatéral à gauche, la région d'acceptation est l'intervalle E plus infini. Ici, bien sûr, ici il y a une petite erreur. On ne peut pas considérer plus l'infini comme un nombre. Donc ici, c'est ouvert, hein, toujours. Ici, plus l'infini avec l'intervalle ouvert. Donc c'est une erreur de frappe. La même chose ici. Ici, c'est l'intervalle. Ici, donc, c'est ouvert. Okay, c'est ouvert. Donc, c'est l'intervalle semi-ouvert. Ici, également, c'est l'intervalle semi-ouvert. C'est une erreur de frappe. Okay. Voilà, donc, avec E, c'est le quantile d'ordre alpha de la loi de Fischer d'ordre U. Le quantile d'ordre alpha avec les degrés de liberté. U, c'est N1 moins 1 et V, c'est N2 moins 1. Utilisation de la table 5 de la loi de Fischer. La table 5 de Fischer, elle peut être utilisée pour calculer les quantiles d'ordre 1 moins alpha, avec alpha inférieur à 5, c'est-à-dire les quantiles d'ordre supérieur à 0,5. OK. Pour les quantiles d'ordre 0,5, c'est-à-dire pour lesquels alpha est supérieur à 0,5, on utilise la relation suivante. Donc, on utilise la relation suivante. Le quantile d'ordre alpha de la loi de Fischer-Snedeker de degré de liberté UV est égal à l'inverse des quantiles d'ordre 1 moins alpha de la loi de Fischer-Snedeker de degré de liberté V, c'est-à-dire on inverse les degrés de liberté. Okay, donc, ça se présente sous cette formule. Donc, F U V alpha est égal à 1 sur F VU 1 moins alpha. Donc, ici, on a inversé l'ordre des degrés de liberté. Donc, au lieu de UV, c'est V. Et au lieu de alpha, on prend 1 moins alpha. Je présente un exemple. Par exemple, pour calculer le quantile d'ordre 0,05, donc 0,05, donc F 30 0,05, c'est 1 sur F en inversant l'ordre des degrés de liberté, donc 10, 30. Ici, au lieu de alpha, on prend 1 moins alpha. Donc, puisque alpha c'est 0,05 ici, c'est 1 moins 0,05, c'est 0,85. En utilisant la table, on trouve que ce nombre, c'est 2,16. Donc, ce quantile est égal à 0,46.
On présente maintenant un exemple dans lequel on réalise un test d'analyse de variance pour comparer les variances de deux populations. Donc, des couches d'oxyde sur des plaquettes semi-conductrices sont gravées dans un mélange de gaz pour obtenir l'épicère approprié. La variabilité dans l'épicère de ces couches d'oxyde est une caractéristique critique. Et une faible variabilité est souhaitable pour les étapes de traitement ultérieures. Donc la variabilité ici, plus la variance est grande, plus cette variabilité est grande. Donc on espère avoir une variance, une petite variance. Donc ici, on va comparer deux mélanges de gaz. On va utiliser deux mélanges de gaz. Donc deux mélanges de gaz différents sont à l'étude pour déterminer s'il est préférable de réduire la variabilité de l'épicère de l'oxyde. Donc on a considéré deux échantillons. 20 et 19 plaques sont gravées respectivement dans le premier et dans le deuxième gaz. Les écarts types d'échantillons de l'épicère de l'oxyde sont respectivement S1 pour le premier échantillon, 1,96, et S2, 2,133 angstroms pour le deuxième échantillon. Donc, on se propose de répondre à la question suivante. Existe-t-il des preuves indiquant que l'un ou l'autre gaz est préférable? Utilisez un risque de 0,1, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des preuves qui nous disent que la variance obtenue pour l'un ou l'autre des deux gaz est meilleure et plus petite? La solution, bien sûr, on réalise ce test toujours comme tout test à travers 4 étapes. Donc, bien sûr, l'hypothèse nulle, l'égalité des variances, l'hypothèse alternative, la différence ou l'inégalité des variances. Deuxième étape, la statistique de test observée qui est égale, comme on l'avait dit, au rapport des deux variances des échantillons, donc 3,84, S1 au carré qui est égal à 3,84, donc 1,96 au carré c'est 3,84, c'est S2 carré qui est égal à 4,55, donc 2,133 au carré est égal à 4,55, donc TO on trouve 0,84. Pour la zone d'acceptation de H0, comme on l'avait dit, c'est un intervalle sous la forme AB. B est le quantile donc d'ordre 1 moins alpha sur 2, calculé dans la loi de Fischer-Stiedecker avec les degrés de liberté N1 moins 1, N2 moins 1. Donc F 19, 18, 0, 95. Donc on calcule ce quantile dans la table 5 de la loi de Fischer. On trouve que ce P est égal à 2,20. Donc ça s'exprime sous la forme 1 moins 0,05. Pour A, comme on l'avait dit, ce quantile n'existe pas sur la table 5. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette formule. Donc, le quantile d'ordre alpha sur 2, pour la loi de Fischer du degré de liberté UV, c'est 1 sur le quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 en inversant le degré de liberté. Donc ça s'exprime numériquement par donc 1, donc F UV alpha sur 2, c'est 1 sur F en inversant l'ordre du degré de liberté. Donc 18 prend la place de 19 et 19 prend la place de 18. Et ici, c'est 1 moins alpha sur 2. Donc c'est 1 moins 0,1 divisé par 2, donc c'est 0,95.
et la table. La table ne donne pas exactement ce nombre. On prend la moyenne. Voilà donc ici, comment on calcule A, donc B. Et B, donc, ce table, donc, sur le quantile d'ordre 1 moins alpha. Donc, c'est 1 moins alpha ici, le quantile. Donc, alpha ici. Donc, alpha sur 2, c'est 0,5. Donc, ici, sur le quantile, on prend le quantile de la loi, le quantile d'ordre 0,95, c'est-à-dire 1 moins alpha sur 2. Donc, d'ordre 0,95 avec le degré de liberté 19. U est égal à 19, donc cette ligne. Hein, et V est égal à 18. Donc, on prend l'intersection. Donc, ce quantile est égal à 2,20 si on voit ici. 2,20. Donc, F, 19, 18,095, c'est 2,20. B est égal à 2,20. Donc, c'est le quantile d'ordre 1 moins 0,05, c'est-à-dire le quantile d'ordre 0,95, avec le degré de liberté U est égal à 19 et V est égal à 18. Pour A, donc, pour A, c'est 1 sur F et le degré de liberté se permet. Donc, au lieu de 19, c'est 18. Le premier degré de liberté devient 18. OK. Et le deuxième devient 19. Mais ici, il n'y a pas de 19. Il y a uniquement U2, V2 est égal à 18 ou 20. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le quantile avec le degré de liberté. Donc, ici, on prend le quantile avec le degré de liberté 18, 18. Et le quantile avec les degrés de liberté 18, 20. Et on prend la moyenne. Toujours. Donc, ici, voilà. Donc, ici, c'est 1 sur la moyenne de ces deux quantités. Donc, c'est 1 sur F. 18, c'est la moyenne de ces deux quantités. D'ordre, donc, 1, d'ordre 0,95. 1 moins alpha C. Bien sûr, en faisant le calcul, on trouve la valeur de A. Voilà donc la décision. On trouve A égale à 0,46 et B, c'est 2,20. Pour la décision, on compare, on regarde si la statistique de test observé TO appartient à l'intervalle d'acceptation. Bien sûr, elle appartient parce qu'elle est comprise entre 0,46 et 2,20 ici. Donc, on accepte l'hypothèse. Donc, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. Donc, on accepte cette hypothèse avec un risque de 10% de se tromper. Donc, la variabilité est la même pour les deux gaz. Donc, ici, c'est un premier exemple. On donne maintenant un deuxième exemple où, dans cet exemple, on va réaliser un test unilatéral. Donc, on considère l'exemple suivant. Donc, on considère les deux échantillons suivants. Le premier échantillon, ces valeurs sont données dans la première ligne, et le deuxième échantillon, ces valeurs sont données dans la deuxième ligne. À partir de ces données, est-ce que la population d'où est tiré l'échantillon 2 est plus hétérogène que la population d'où est tiré l'échantillon 1? Solution. Les étapes du test. On calcule les variances S1 carré du premier échantillon, S2 carré du deuxième échantillon, bien sûr. Bien sûr, on calcule d'abord la moyenne, c'est la somme divisé par le nombre, la taille de l'échantillon. Donc, divisé par 9. Ensuite, on calcule la variance de l'échantillon. La variance de l'échantillon, c'est la différence entre chaque valeur et la moyenne trouvée divisée par n-1, c'est-à-dire divisé par 8. On trouve donc S1 carré, on trouve 23,78.
La même chose pour le deuxième échantillon. On calcule d'abord la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre ou la taille de l'échantillon qui est égal ici 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, divisé par 11. Ensuite, on calcule la variance de l'échantillon qui est égale à la différence entre chaque valeur et la moyenne au carré. Ensuite, on divise par la taille moins 1. Ici, bien sûr, c'est la variance de l'échantillon, c'est la différence entre chaque valeur et la moyenne. On élève au carré, on somme et on divise par la taille de l'échantillon moins 1. Voilà, donc on trouve SR carré c'est 23,78 et S2 carré c'est 114,96. Voilà. Maintenant, on présente les étapes du test. Donc l'hypothèse nulle, c'est l'égalité des variances des populations. Sigma 1 carré est égal à sigma 2 carré. Contre l'hypothèse alternative, plus hétérogène, ça veut dire que la variance est plus grande. Donc, l'échantillon 2 est plus hétérogène que l'échantillon 1. Ça signifie que la variance de l'échantillon 2 est supérieure strictement à la variance de l'échantillon 1. Donc, il s'agit d'un test unilatéral à droite. Donc, le seuil critique a calculé sur la loi de Fischer de degré de liberté 10, 8, c'est-à-dire N1-1 et N2-, plutôt N2 moins 1, puisqu'ici on a commencé par le deuxième échantillon. Donc N2 moins 1 et N1 moins 1. Donc la taille du deuxième échantillon qui est égale à 11 moins 1, c'est 10. Et ici, le deuxième degré de liberté, c'est la taille du premier échantillon moins 1. Le seuil critique pour alpha est égal à 0,05. En consultant la table 5, on trouve que ce seuil est égal à 3,35. La statistique de test observée, c'est le rapport entre les deux variances, la variance de la deuxième population divisée par la variance de la première population. Bien sûr, nous considérons les variances des échantillons. Voilà, on trouve 4,835. Et la décision, donc on compare la statistique de test observée au seuil critique. Voilà. Puisque cette statistique de test observé est supérieure au seuil critique, on rejette l'hypothèse et donc on ne peut pas accepter l'égalité des variantes, donc on accepte l'hypothèse alternative. Donc la population d'où est tiré l'échantillon 2 est plus hétérogène que celle d'où est tiré l'échantillon 1. Remarque, test à droite ou test à droite. Dans cet exemple, lorsqu'on a comparé la variance du deuxième échantillon à la variance du premier échantillon, pour vérifier ou pour tester que la variance du deuxième échantillon est supérieure à celle du premier échantillon, ça équivaut à dire que la variance du premier échantillon est inférieure à celle du deuxième échantillon. Donc, on peut réaliser un test au lieu d'un test unilatéral à droite, on peut réaliser un test unilatéral à gauche. Ici, on montre que le résultat sera la même. Si on trouve que la variance du deuxième échantillon est plus grande que la variance du premier échantillon, avec le test à gauche, on trouve également que la variance du premier échantillon est inférieure que celle du deuxième échantillon. C'est-à-dire que les deux tests à droite ou à gauche donnent le même résultat. C'est expliqué ici. Voilà, on donne ici un troisième exemple que je ne vais pas l'expliciter, seulement je donne l'idée de cet exemple. Dans cet exemple, on va montrer, parce qu'on a vu dans le cours sur la comparaison de moyenne, dans le cas de petits échantillons, lorsque les variances sont égales, alors on peut utiliser le test de student.
Ici, dans cet exemple, on nous demande d'abord de comparer, d'utiliser ce test de Fisher pour comparer les variances. On trouve que ces variances sont égales. Et ça nous permet d'appliquer le test de student pour comparer les moyennes des deux échantillons. Donc on a ici un premier échantillon tiré d'une première population et un deuxième échantillon tiré d'une deuxième population. Voilà. Donc, dans grand A, on nous demande de comparer les variances de deux échantillons. Et dans grand B, après avoir vérifié que ces variances sont égales, on utilise le test de student qui est utilisé pour comparer les moyennes. On l'utilise pour comparer les moyennes Mi1 de la première population et Mi2 de la deuxième population. Donc, c'est le but dans cet exemple 3. Avec cet exemple, voilà, avec cet exemple, on termine notre présentation. Donc, merci de votre écoute. Je remarque ou je note que c'est le dernier cours, donc je vous souhaite bonne réussite dans vos examens.